On peut pas entrer, vous ouvrez pas. Je suis un ancien étudiant en lettres qui a connu Monsieur Housset. Pardon? Je suis un ancien étudiant en lettres qui a connu, très bien connu Monsieur Housset, qui était là à la Bible d'Or. Et, Il a tellement changé depuis. et tout ça, ça reste intact. Vous vendez rien? Si, parce que... Je cherche un Entrez, parce que c'est froid. Ouais, je l'ai bien connu. Quand j'ai appris son décès, croyez-moi, j'étais vraiment triste parce que c'était quelqu'un de pertinent, notamment dans la littérature, puisque j'étais en lettres anciennes, et qui m'orientait justement sur les lectures et sur les achats à faire et à ne pas faire. Sur les? Sur les achats à faire et à ne pas faire. Ça, C'était extraordinaire. ça, et puis... mais vous dire, il avait une telle capacité, et puis une telle, je sais pas, c'était tellement... Il avait une intelligence d'esprit voilà. qui développait à travers un intellectuel Oui. que j'ai rarement rencontré ailleurs. Ah oui. Et le patron de chez Gallimard Oui. m'avait demandé de venir comme lecteur chez lui. Vous savez ce qu'on appelle un lecteur Ouais. Lecteur des manuscrits pour éventuellement émettre un avis sur ce qui était à publier. Mais vous vous souvenez que quand même c'est Gide qui a refusé le manuscrit de Proust. Pas Gide, oui c'est Gide. Gide qui avait refusé le manuscrit de Proust à la NRF. Ah bon? Vous ne le saviez pas? Non. Il a dit qu'est-ce que c'est que ce bourgeois qui nous parle de sa vie privée, on n'en veut pas. Et il a rejeté Proust. Et Proust est allé ailleurs et puis il est revenu à la NRF. Il est revenu chez Gallimard. Oui. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de ratés. Pierre Assouline en a fait justement un récit il y a quelques années pour parler de la maison Gallimard, quoi. Gaston Gallimard, qui a fondé la maison Gallimard après la NRF, n'est pas parti à la guerre en 14-18, il s'est fait porter pâle, il s'est fait passer pour un fou, il est allé dans un asile. Ah bon? Vous ne le savez pas? Il y a des histoires extraordinaires. Et tous les écrivains sur le front plaignaient Gallimard croyant qu'il était vraiment fou, alors qu'il n'était pas fou. Mais c'est une maison prestigieuse, Oui. Heureusement qu'elle est là, quoi. Oui, ça, Gallimard, on a tout ce qu'on trouvait à l'époque, parce que maintenant, il y en a tellement d'épuisés que... Et alors, chez Auguste Comte et Lévinas, qu'est-ce que vous avez? Vous le savez ici? C'est classé? Non, c'est pas classé. Attendez, qu'est-ce que vous m'avez dit? Lévinas. Lévinas, philosophe de la fin du siècle dernier, et Auguste Comte, c'est le 18e. Ça ne me dit rien. Ouais. Les choses habituelles, évidemment, tout ce qui est Gallimard. Ouais. Et là, c'est Gallimard qu'il avait publié. Je ne pense pas que Auguste Comte ait été publié, parce que Gallimard n'existait pas à l'époque, ait été publié par Gallimard, la maison Gallimard. Là, j'ai essayé vous voyez là, tout ça, j'ai NRF. Ouais. Et vous avez des collections Budet, grec-latin, vous avez ça aussi? Plus 2 ou 3. Deux ou trois. Tout, non. 2 ou 3. Parce que ça, c'était surtout les étudiants qui en prenaient. Oui, je sais. Vraiment... Ouais. Et qu'est-ce que vous êtes de la famille de Monsieur Housset? Oui. Vous êtes sa fille? Non, sa femme. C'est pas... Eh bien, madame, c'est un honneur de vous rencontrer, quoi. Parce que chaque fois que je passe là, je rends hommage à cet homme. Et je m'arrête devant la Bible d'Or. Alors j'ai téléphoné à votre fille qui est médecin ou généraliste, je crois. Elle est médecin, elle est gynécologue. Alors vous savez ce que je lui ai laissé un message, mais très surréaliste. Je lui ai dit, écoutez, Madame Housset, si vous voulez, je m'occupe de la Bible d'Or. Je l'ouvre quelques heures par semaine, je vous demande pas de me payer, je range, je reçois les gens, je discute littérature, mais c'était surréaliste. Elle s'en fout, la seule chose qui l'intéresse, c'est la médecine. C'est bizarre parce que c'est pas mon mari qui s'occupait de médecine. Et c'est comme ça. Et toute petite et tout, elle avait sa poupée, elle lui ouvrait le ventre. D'accord. Et là, et remarquez, elle a des clientes en or, Ouais. qui acceptent ses fantaisies parce qu'elle arrive 9 fois sur 10 en retard. On lui passe tout parce que... Et elle a une cliente, une Parisienne, qui donc habite Paris à l'année et qui vient tous les mois en avion pour la voir. Pour la voir, ouais. Simple.
Oui, je sais parce que quand j'habitais rue Sénéchal pendant des années. Ah bon? C'est pour ça, j'habitais rue Sénéchal. Avant, j'habitais rue Pouzonville, au 16 bis. Maintenant, le 16 bis n'existe plus, ils ont transformé l'immeuble, ils ont fait un immeuble de logement étudiant. Et rue du Sénéchal, j'habitais au 12 au 14. Et j'organisais chez moi des soirées littéraires avec les étudiants et les étudiantes. Ah bon? Et on venait ici aussi. Ah et puis bon. j'allais au Sherpa boire mon thé. Voilà. Et puis j'ai connu, avant Maldoror, la librairie Maldoror, il y avait une antiquaire. Vous l'avez connue, cette antiquaire? Avant la librairie, en face le Sherpa, il y a une librairie Maldoror. Oui. Qui font- Attendez, mais c'est pas un type qui est à moitié fou? Maintenant? Non, moi je parle de l'ancien antiquaire qu'il y avait. Quand il y avait monsieur, celui qui avait la librairie de livres anciens et modernes, monsieur, vous savez au fond à droite là. Oui, je le vois là. Ouais. Oui. Alors c'était animé au niveau lettres ici. C'était la rue où il y en avait le plus quand même. Hein. Oh, puis il y avait pas de navet, hein. Non, il n'y avait pas de navet, exactement. Alors, ça, heureusement, parce que ça m'aurait été, je sais pas ce que j'aurais fait avec le stock, s'il avait fallu que parce que j'étais habitué, bon, je savais celui-là vaut autant, tout ça, mais Ouais. bon. Celui qui a faut vendu, les lire. le libraire qui a vendu, je l'ai connu, qui a vendu la librairie Livres Anciens et Modernes, il s'est fait avoir parce qu'il a vendu le stock en même temps à celui qui a racheté le fonds, enfin qui a racheté carrément l'immeuble, c'est pas le fonds, il a tout racheté. Et je sais pas ce qu'il a fait des livres anciens, il a dû les vendre à un prix fou, quoi. Et, Ah bon? et oui, je me souviens, j'étais le jour où il allait vendre, il nous a dit oui, mais vous savez, je vends, mais celui qui achète, il était là, garde le même esprit. Franchement. 3 mois après, c'était un magasin de chaussures et de vêtements, quoi. De prêt-à-porter. Oui, c'est vous vous rendez compte? Il fallait vraiment avoir. C'est une opération financière qu'il a fait commerciale, c'est tout, c'est pas une opération. La littérature, il y en a qui s'en fichent. Et là, Gallimard avait insisté pour qu'il soit ce qu'ils appellent lecteur. Un lecteur, je ne savais pas moi que ça s'appelait comme ça. Oui, c'est un lecteur, ouais. Oui. C'est un lecteur. Et Un liseur, c'est celui qui lit des textes pendant que les moines déjeunent ou d'autres personnes. Voilà. Et le lecteur, c'est celui justement qui lit chez Gallimard et qui va apporter un jugement critique judicieux, une analyse. il nous a tannés pendant des mois et des mois. Je vous engage là-dedans, de vous demander ce que vous voulez, tout ça. Pouah, il s'en foutait, lui. Oui, je sais. Il à Luchon. C'est ce... Et qui lisait toute la journée, il lisait. Ouais. Et après, il allait se balader en montagne. Et c'est pour ça que cet homme, j'étais très proche de cet homme parce que je lisais à l'époque, je lisais pas beaucoup, 5 bouquins par mois, Le Monde diplomatique et le magazine littéraire auquel j'étais abonné. Maintenant, le magazine littéraire, j'y retrouve plus que je veux, donc il y a longtemps que je suis plus abonné. J'ai gardé la lecture du Monde diplomatique parce qu'il y a encore une verve assez intempestive et très critique de la société géopolitique. Mais Luchon, c'est là où j'allais aussi, moi. J'allais pas Supermanière, j'allais de l'autre côté. Je remontais le lac d'Oro, j'allais au lac d'Espingo et au Portillon du Diable me balader. Et je prenais le train d'ici de Toulouse pour aller là-haut. Donc on avait des points communs sans le savoir, mais je venais ici, je m'en sortais pas, j'avais envie de partir quand il était là. Vous aviez les mêmes goûts, vous aviez les mêmes goûts. La discussion infinie, quoi. Parce que je vois qu'il était fou de littérature. Et mais on vit, vous l'avez remarqué, on vit assez reclus quand on lit, quand on est dans la littérature. On est reclus, on est ouvert aux autres quand ils nous abordent, mais on est reclus, on a notre monde à soi, quoi. bien sûr. C'est vraiment particulier, les gens qui sont imprégnés. Moi, je suis dans un café littéraire où j'habite maintenant à Mirepoix. Je retrouverai jamais l'état d'esprit de Monsieur Houssel. Voilà, ça n'existera plus. Il y a 3 librairies à Toulouse qui peuvent faire ça. Ouais. Et encore, vous avez connu à Montcaf le café littéraire, le café populaire. Moi, je l'ai connu à Montcaf, place du Capitole, le café Montcaf. Et bien le soir, il y avait un café littéraire et il y avait un café littéraire au Saint-Cernin. Il y avait un café littéraire. Il y en avait pas dans la cave. Non, oui, c'était dans la cave. Ils recevaient les. Non, c'était chez Castella. À côté. Non. Là, je vois quand nous nous sommes mariés, justement. Ah, ben non, là, j'y étais pas. Là,
Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous savez, au Saint-Cernin, il y avait la pièce Borgne et il y avait chaque vendredi soir un café littéraire aussi. J'y allais parce que c'était la plupart du temps, c'était les professeurs qui s'accaparaient la parole, des professeurs du lycée Saint-Cernin. Donc, ils monopolisaient la parole, le droit de réponse, et j'étais là en tant qu'étudiant en lettres et j'avais pas ma langue dans la poche, quoi, sur tous les sujets, quoi. Non, non, je les ai fréquentés, ces cafés littéraires. Mais voilà, là, ça a vachement baissé. Le niveau intellectuel a considérablement baissé, et les gens font semblant de croire et de savoir. En fait, ils ne savent rien, quoi. Il n'y a qu'à se baser sur le niveau intellectuel des étudiants à l'heure actuelle. Il est très limité. Hein. S'il avait voulu, on aurait pu gagner beaucoup plus que ce qu'on gagnait. Oui. Lui, il s'en foutait complètement. Complètement, pourvu qu'on ait de quoi manger, c'était tout ce qu'il... Ben oui, il avait cette philosophie que Bachelard. Surtout cette passion pour la communiquer. Ouais. La philosophie de Bachelard, il avait en lui, et il transmettait ça ne serait-ce qu'en parlant. Puisque je vous dis, moi, chaque fois que je venais, il me dit, n'achetez pas neuf, je vais vous le trouver d'occasion. Oui. Et quand était sorti un dictionnaire sur la littérature, je crois que c'est Larousse qui l'avait édité, il m'a dit, surtout n'achetez pas ça, ça vaut rien. Je vais vous trouver le bon dictionnaire. Mais sérieux, hein, et il se trompait guère, hein, quand on avait recours. Après, les critiques, plus tard, arrivaient à son analyse dans laquelle il était précurseur, quelques années avant. C'était un être exceptionnel, quoi, exceptionnel. Oui, ça c'est un malheur qu'il ait disparu. Surtout que, mon Dieu, je ne me rappelle même pas quel âge il a. Mais je sais ça, moi aussi, c'est pour ça que je me suis dit, mais il devait avoir déjà... Enfin, début 94, j'étais là. Quel âge il avait en 94? Attendez, c'est fou que je ne sache pas. Je ne sais même pas mon âge, mais le sien, quand même, je devrais le savoir. Il était né en quoi? En 30? 35? Oui, peut-être 30. Oui. Peut-être 30, il était né. Donc 30, ça lui faisait 70 en 2000. Il est décédé en quelle année? Je ne me souviens plus. En quelle année il est décédé? Je ne me rappelle pas moi non plus. J'ai été tellement abasourdie par ça. Ça a été un tel changement dans ma vie. Ah ben je vous crois. Du jour au lendemain. Un vide. Parce que la librairie, ça a chuté. Ouais. Pensez, moi, je n'étais pas capable de le remplacer. Et alors, et puis alors, il se foutait pas mal de... Tout le monde lui donnait de l'argent, il payait des trucs aux étudiants et tout ça. J'arrivais tout juste à joindre les deux bouts, vous savez. Il était... C'était un moment qu'il faisait aimer le livre à quelqu'un. C'était un idéaliste. C'était un idéaliste, cet homme. Et j'ai jamais pensé à la photographie à l'époque. Je faisais des photos, je sais pas pourquoi. Parce que je me suis dit, bon, c'est pas la peine de photographier un personnage comme ça. Il suffit de t'en souvenir, d'en parler. Si vous voulez, je vous trouverai une photo. Monsieur Housset, quoi. Ouais. C'est comme les patrons du Saint-Cernin, je les ai connus, ils sont de Luchon, vous savez. Les anciens patrons du café Saint-Cernin, ils sont luchonnais. Ah non, ils ont une maison au chalet, dans les chalets, et ils sont de Luchon. Ce sont de véritables luchonnais. Ils s'appellent comment? Je me souviens plus. Le nom, je me souviens plus. Non, je ne savais pas. Alors je sais, ils doivent plus être de ce monde maintenant, parce que ils ont revendu depuis. Ils ont revendu il y a une dizaine d'années. Même plus. Mais il y a 15 ans qu'ils ont revendu, 12 ou 13 ans. Oui. Quel malheur. Voilà. Moi j'allais à Montcalf, j'aimais bien Montcalf, place du Capitole. J'allais au Saint-Cernin avant, quand il y avait ces patrons-là. Et qu'il y avait les cafés littéraires, on pouvait rester 2 heures, 3 heures autour d'une tasse de café. Le barman ne venait pas vous enlever votre tasse de café comme ça se fait dans des cafés, même à Saint-Giron, au Bouchon, le barman il vous enlève la tasse de café alors que vous venez juste de la terminer pour vous faire consommer, quoi. Le monde a changé. Ce type qui était prof à la fac, qu'on voyait tous les jours, tout ça, puis un jour j'arrive là, mon Dieu, je ne savais pas où passer. Ils étaient en train de s'engueuler tous les deux, je me disais, ils vont se taper dessus. Le prof à la fac, sur Brasillac. Et Georges, lui, Georges adorait Brasillac. Oui.
pas pour son esprit, Oui, vous j'ai voyez, compris. mais pour sa plume. Ah, Pour sa plume. Ouais. Pour sa plume littéraire, du moins. Voilà. Oui. Pas pour son engagement au sein de la... Mais Brasillac, il était maurassien. C'était un héritier Bien sûr. de Maurras. Donc c'est pour ça, il a cru qu'à travers le pétainisme qui se développait en France à l'époque, il a cru qu'il allait retrouver la fibre et l'essence même de la philosophie maurassienne. Et ça n'a pas été le cas. Maurras est l'héritier de la France profonde d'extrême droite. On le voyait tout le temps. Qui, Maurras? Oui. Oh ben, extraordinaire, extraordinaire. Ah et alors oui. Maurras, c'était l'héritier de cette France profonde d'extrême droite, mais aristocratique, monarchique. Oui. Tandis que Pétain, lui, non. Lui, Pétain, il a voulu par une pirouette sauver ce que les politiques avaient lui. Parce que ton oncle Pétain, il était pas de gauche. Non, il n'était pas de gauche, évidemment. Sûr. Donc, mais c'est après Laval, c'est Laval et toute sa clique qui ont fait ce que c'est. Voilà. Avoir fusillé Brasillac, qui avait un talent délicieux. Brasillac, Drieux-La Rochelle, et puis ils en ont fusillé d'autres. Je parle pas au niveau des écrivains. Tous les bons, ils sont passés. Oui, je ne parle pas au niveau. C'est drôle. Mais c'est-à-dire que en 1789. Après 89, au cours de la terreur instaurée par Robespierre, on a assisté à quoi? On a assisté à l'exécution sommaire de grands intellectuels, de grands philosophes, de grands chercheurs, de grands esprits de cet ancien régime qui en fait était pour les réformes constitutionnelles et pour la Révolution. Et ils étaient dans la Révolution. On les a guillotinés pour un oui, pour un non. Vous le savez, bon, c'est l'histoire. Oui. Oui. Et là, je vous racontais un prof à la fac, je ne saurais pas vous dire son nom, ça n'a pas d'importance. Ça, vous arrivez du moins à resituer l'anecdote. Ah. L'année, c'était quand? Les années 60, 70 Cette anecdote que vous allez me raconter, c'était dans les années 60, 70 Ah non, il était un prof à la fac qui venait tous les jours. Ouais. Quand il sortait, oui. Il arrivait ici. Et alors, par malheur, enfin, bref, il n'aimait pas Brasillac, alors je ne savais pas, peu importe. Et alors, il a commencé à s'échauffer, Georges s'était chauffé encore un peu plus, et puis Georges, lui, il était carré, hein. Il lui a dit, écoutez, nous ne sommes pas du même avis, vous pouvez prendre la porte. Il a foutu dehors, prof à la fac, un bonhomme. Mais ça ne m'étonne pas de lui. Et alors, attendez, 2 jours après, je vois la porte s'ouvrir et le gars arriver. Mon Dieu, je me suis dit, ils vont s'étriper. Je ne savais plus où passer. Eh bien, alors, il ouvre la porte et il dit à Georges, je suis un con. Vous avez tout à fait raison pour Brasillac. Ah. Je vous fais toutes mes excuses. Heureusement, il y avait 3 ou 4 personnes qui étaient là pour le voir. Parce que quand je le raconte, c'était hallucinant. Et puis il dit ça comme ça, ils s'en foutaient complètement. Oui, mais parce que, on l'a dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous le savez, puisque vous êtes sa femme, vous avez vécu longtemps avec lui, et puis dans cette atmosphère où on baigne quand on est dans la littérature. Moi je baigne dans la littérature c'est une passion, et je vis tout seul, parce que la littérature c'est à la fois une compagne, c'est à la fois une amie, je suis pas tout seul, quoi. Oui, la journée j'écoute France Culture, quand je vais sur le petit écran sur internet c'est pour regarder Arte, les émissions sur Arte, etc. Ah oui. Donc ça c'est toujours la même atmosphère, quoi. Et quand on est avec un homme comme ça, et qui arrive à vous expliquer pourquoi Brasillac était un génie dans son écriture, c'est lui qui a écrit la pièce où il y a Marat et Charlotte Corday, je ne sais pas si vous le savez. Non. C'est Brasillac qui l'a écrite. Un bouquin sur Charlotte Corday? Non, il a écrit, il a relaté l'anecdote de Charlotte Corday qui rencontre Marat dans sa baignoire et qui lui plante le couteau dans le cœur. Donc c'est lui, Brasillac a fait une pièce de théâtre là-dessus. Et la pièce de théâtre se termine, on aurait envie d'avoir la suite, et il a fait exprès de ne pas continuer, en laissant aux gens, leur laissant l'opportunité de suggérer la suite et de la visualiser. Oui. Quelque part, c'est génial. Je pense que ça aurait duré, je sais pas moi, même pas un mois de plus.
Brasillac, il n'aurait pas été. Mais oui, parce qu'il est exécuté. il est tombé sous les mauvaises circonstances de l'époque. Hein. Comme tant d'autres qui ont été fusillés, ces femmes qui ont été tondues pendant la guerre, vous le savez. Qui ça? Les femmes qui ont été tondues pendant la guerre. Parce qu'elles avaient vécu, pour la plupart, une aventure amoureuse avec un Allemand. Certains avaient collaboré, évidemment, elles avaient collaboré, elles avaient fourni des renseignements. Ceux qui ont sur leur conscience des attitudes tout à fait anti-françaises, bon, ça c'est une chose, mais autrement, je ne comprends pas, moi, qu'on... Ah mais c'était la seconde époque de la terreur, d'août 1944 en France, où dans toute la France, dans tous les villages, les bourgs et les villes, il y a eu une épuration sauvage et aveugle dans les premiers jours d'août 1944. C'est après que vite, c'était les fameux tribunaux populaires où il n'y avait pas de juge officialisé, puisque la plupart étaient ou déportés ou avaient été exécutés parce qu'ils avaient collaboré. On se souviendra de l'exécution de l'Espinasse en 1943 à Toulouse par un révolutionnaire espagnol. Pourquoi? Parce qu'il avait fait guillotiner. Il avait fait guillotiner un résistant à Toulouse qui n'avait tué personne mais qui faisait de la propagande. C'est pour ça que l'Espinasse a été exécuté. C'était une période assez difficile. Et donc la seconde période de la terreur en France en 1944, elle a été aveugle. Les gens en ont profité pour dénoncer leurs voisins et les envoyer à la guillotine. Quoi. Ou alors à la pendaison, puisque c'était la pendaison. La guillotine n'a pas trop fonctionné. Il est fusillé. Quoi. Bon. Voilà. Ouais. Ben on va conclure là-dessus. Sur cette période noire. Oui. Alors quand c'est que je peux revenir, que vous seriez ouvert? Parce que je suis plus sur Toulouse, évidemment.